Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont elles sont les principaux faits. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a posé la première pierre d'une nouvelle cité résidentielle. Sabah Islamic Bank devient également Sabah African Bank. En Libye, l'ONU salue l'amélioration des conditions sécuritaires dans la capitale, à Tripoli. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous le haut patronage du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est déroulée aujourd'hui au PK13 la cérémonie de pose d'une première pierre pour la construction d'une nouvelle cité résidentielle qui comptera 2027 villas en duplex et que réalisera Sabah Bank. Sabah Bank a d'ailleurs changé de nom ou de dénomination pour passer de Sabah Islamic Bank pour devenir Sabah African Bank. Explication. Sous le haut patronage du président de la République Ismaël Omar Guelleh, Sabah Bank à Djibouti a lancé officiellement ce matin sa nouvelle identité institutionnelle Sabah African Bank lors d'une grande cérémonie qui s'est déroulée au PK13 près de la mosquée Salama. Cette décision fait suite à une carrière réussie, à des ambitions, à des opportunités qui ont permis à la banque de conserver son leadership dans la structure bancaire de Djibouti depuis son inauguration en tant que première banque islamique à Djibouti en 2006. Sous la nouvelle identité visuelle, cette institution financière de premier plan dans le secteur bancaire islamique est transformée en une banque nationale dotée d'un capital commun, fraternel et local qui comprend une constellation d'entreprises de premier plan, de première personnalité financière influente sur le marché arabe et djiboutien, ce qui renforcera le processus de développement durable à Djibouti. Au cours de la dernière décennie, Sabah Bank s'est relevé être un puissant concurrent sur le marché bancaire du pays en mettant à profit ses capacités et ses efforts pour fournir des services et des produits innovants et efficaces tout en adhérant aux principes de la charia. Parallèlement au lancement de la marque et la nouvelle identité institutionnelle, Sabah African Bank a commencé la construction de la nouvelle ville résidentielle Sabah, comprenant 227 unités résidentielles. Durant cet événement, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a posé la première pierre de la construction de la cité résidentielle de Sabah. À la suite de la pose de la première pierre, le président de la République a pu admirer la maquette du projet qui comprenne 227 unités résidentielles ainsi qu'une tour commerciale. C'est un bâtiment donc se situant au PK13. Le projet devrait être construit sur une superficie de 1000 m². Le coût total du projet est environ 6,5 milliards de francs selon le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti. La cérémonie d'inauguration a réuni en outre le chef de l'État, le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, le représentant du président du conseil d'administration, le directeur général de la banque et un certain nombre d'hommes d'affaires et d'investisseurs. yaa danyarta daara siiyey yaa dhaqaalaha dalkeena dallacoo daruurta geeyey yaana deeqoonaa daryeelay. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, le président du conseil d'administration de la banque est revenu sur l'historique de l'institution financière depuis son installation à Djibouti et son expansion. Il a indiqué que la Sabah Bank avait entamé ses activités bancaires à Djibouti en 2006 et a conservé son leadership en tant que structure bancaire facilitant aux Djiboutiens l'octroi des crédits pour la construction du logement et des propriétés privées. Elle a été également, c'est ce qu'a indiqué le
président du conseil d'administration, la première banque islamique à opérer dans notre pays. Cette institution financière que je suis le responsable direct a pu diversifier ses activités pour créer une constellation d'entreprises de premier plan. Fin de citation. Selon le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, le coût total de ce projet est évalué à quelque 6,5 milliards de nos francs. L'espace réservé pour ce projet va occuper une superficie également de 1000 mètres carrés. C'est ce qu'a profité donc pour l'occasion d'exprimer le président du conseil d'administration. Le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la cérémonie de pose de la première pierre d'un grand projet immobilier porté par la Saba Bank et le changement officiel de sa dénomination sociale. Arrivée en 2006 dans notre pays, la désormais Saba African Bank est la première banque à caractère islamique à s'installer à Djibouti suite aux grandes réformes que nous avons engagées pour promouvoir notre secteur financier, ce qui fait d'elle une pionnière dans ce segment d'activité après l'expérience limitée de la Banque Al-Baraka au cours des années 90. L'implantation réussie de la Saba Bank et sa pénétration du marché dans une période charnière de duopole dans le secteur bancaire a véritablement été propice à la diversification des acteurs bancaires et en particulier l'arrivée de nouvelles banques islamiques à Djibouti. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président Guelleh s'est félicité à la fois du changement de nom de la Saba Bank et de son initiative d'investir dans le secteur immobilier. Nous ne pouvons que saluer cette initiative unique qui ouvre des perspectives prometteuses pour les investissements du secteur bancaire dans le développement immobilier et le développement urbain, a ainsi déclaré le président Ismaël Marguerite. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans une nouvelle étape qui reflète l'expansion des services bancaires, nous posons actuellement la première pierre du complexe résidentiel Saba, mis en œuvre par la Saba African Bank, l'une des principales banques du pays. Nous ne pouvons que saluer cette initiative unique qui ouvre des perspectives prometteuses pour les investissements du secteur bancaire dans le développement immobilier et le développement urbain. Mesdames et messieurs, la nouvelle expérience de création d'un complexe résidentiel moderne dans laquelle Saba African Bank a décidé de s'engager, ayant fait ses preuves dans le secteur bancaire, vient de s'ajouter aux efforts frénétiques en matière de logement durable et de développement urbain. Une expérience importante à suivre. Mesdames et messieurs, assurer la sécurité sociale et économique est une priorité urgente et cela ne peut être réalisé qu'en offrant des conditions de vie décentes et en assurant un logement convenable. Dans ce contexte, la question du logement est l'une des questions les plus importantes pour le gouvernement depuis son début et nous réaffirmons notre détermination à poursuivre nos efforts inlassables en matière de logement des citoyens. À cette occasion, je voudrais attirer l'attention sur le fait que nous voulions que 2018 soit l'année des projets d'habitation. En particulier, l'année en cours a été riche en réalisations. En dépit de ces développements remarquables, les besoins liés au logement restent des besoins à grande échelle. Et leur réponse reste un processus qui nécessite une longue souffrance et qui, dans le même temps, nécessite des efforts concertés des autorités et de la société civile. À cet égard, nous exhortons toutes les institutions du secteur privé à suivre le rythme des efforts inlassables du gouvernement et à participer activement à l'achèvement des projets de logement. Nous appelons les banques opérant dans le pays à suivre l'exemple de Saba Africa Bank et à opter des initiatives similaires. Nous invitons également la banque Saba à poursuivre son parcours prestigieux et à ne pas arrêter sur le projet d'immobilier actuel de 227 villas en duplex. Je voulais saisir cette occasion pour féliciter la banque de Saba d'avoir changé de marque afin de donner une nouvelle image plus actualisée de la banque. Pour terminer, je voudrais retirer notre aspiration à la participation active du secteur privé et rendre hommage au projet résidentiel Saba, inspiré par la conception moderne et contemporaine de l'histoire et du patrimoine de Djibouti.
بموقع فريد يتيح إطلالة رائعة على شاطئ دورال الغربي. والله الموفق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selon le président Guélé, cette nouvelle expérience de création d'un complexe résidentiel moderne de la Sabah African Bank vient d'ajouter aux efforts frénétiques menés par le gouvernement en matière de logement et de développement urbain. Le président Guélé a indiqué que cette initiative doit être suivie par d'autres exemples. Pour le président Guélé, assurer la sécurité sociale et économique est une priorité urgente et cela ne peut être réalisé qu'en offrant des conditions de vie décentes et en assurant un logement convenable, a-t-il précisé. Le président de la République a rappelé la question du logement est une priorité pour le gouvernement et nous réaffirmons notre détermination à poursuivre nos efforts inlassables en matière de logement au profit des citoyens. Le président de la République a reconnu qu'en dépit de ce développement remarquable, les besoins liés au logement restent des besoins à grande échelle et leur satisfaction nécessite un souffle de longue haleine. Le chef de l'État a enfin exhorté toutes les institutions du secteur privé à suivre le rythme des efforts inlassables du gouvernement et à participer activement au projet de construction de logements. Nous vous invitons également, la Banque Sabah, à poursuivre son parcours prestigieux et à ne pas s'arrêter sur le projet immobilier actuel de 227 villas en duplex, a-t-il précisé. Il a enfin conclu son mot en réitérant ses hommages aux dirigeants de la Banque Sabah africaine. Également, dans l'actualité de ce 15h, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a présidé ce matin un atelier de lancement relatif à la formulation de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'atelier organisé par l'Assemblée nationale en partenariat avec la FAO, qui s'est déroulé en présence du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, et les représentants des systèmes des Nations Unies dans l'UNICEF, le représentant résident de la FAO à Djibouti, et les parlementaires djiboutiens. L'atelier s'est déroulé dans la salle de commission de l'Assemblée et a porté sur le projet intitulé « Renforcement des capacités des parlementaires pour la formulation de la loi relative à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Ce projet est financé dans le cadre du programme de coopération technique du fonds dit TCPE, qui est un fonds limité et facilement mobilisable pour permettre de répondre à diverses demandes d'assistance spécifique et de courte durée dans tous les domaines techniques relevant du mandat de la FAO. Sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais également parce qu'il va lancer les bases pour instaurer un cadre légal du droit à l'alimentation. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Eh bien, le ministre de l'Agriculture est intervenu pour annoncer que la lutte contre la faim implique plusieurs départements ministériels. Déjà, des efforts ont été consentis pour améliorer la sécurité alimentaire avec l'introduction des variétés de chèvres. Améliorer également le projet de palmiers dattiers in vitro avec de meilleurs rendements. C'est ce qu'a indiqué Mohamed Ahmed Awale. À l'époque, il y a 15 ans, la sécurité alimentaire était presque du domaine du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche et des ressources halieutiques. Maintenant, ce n'est plus du ressort uniquement du ministère du secteur primaire. Ça concerne au moins 10 ministères, 10. Et nous avons déjà travaillé ensemble dans le cadre de l'ODD. 10 ministères ont travaillé. J'ai pour vous dire que même l'habitat, avoir un toit, c'est la sécurité alimentaire, c'est la faim zéro. Et c'est ça qui a été instauré. Nous avons travaillé d'une manière transversale et nous avons produit un document. Mettons d'accord sur quelque chose. Il ne faut pas confondre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. Aucun pays dans le monde, Monsieur le Président de l'Assemblée, aucun pays ne peut prétendre avoir résolu d'une manière nationale la sécurité alimentaire. Dans la parole en dernier, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a précisé que l'éradication de la faim et de la malnutrition requiert une volonté politique. Les parlementaires sont les mieux placés pour hausser la priorité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les agendas politiques ainsi que pour impulser ce changement. C'est ce qu'a précisé Mohamed Ali Hamad.
Ce projet est destiné d'abord à renforcer les plaidoyers et les dialogues au niveau national et international pour assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable pour les populations. Par la même occasion, il s'agit de créer et promouvoir un cadre juridique, institutionnel et politique propice à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de Djibouti. Au cours de cet atelier, nous pourrons développer une compréhension commune du projet, des modalités de sa mise en œuvre et du calendrier des activités. Par ailleurs, nous aurons une vue d'ensemble sur la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que le rôle que peuvent jouer les parlementaires. Nos réflexions mèneront à la mise en place d'un réseau parlementaire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et une plateforme inclusive et intégrée pour discuter des questions essentielles liées au droit à l'alimentation. Tout cela nous conduira à unifier nos positions et d'élaborer une stratégie commune pour la mise en place d'une loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En bref et en image, avec cette visite de courtoisie d'une délégation japonaise de haut niveau auprès du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdon, qui les a reçus ce matin en présence de l'ambassadeur de la République du Japon dans notre pays. Au cours de cette réunion, les deux parties ont discuté des aspects de la coopération entre Djibouti et le Japon, en particulier des aspects de la coopération militaire entre les deux institutions. Le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdon, a souhaité la bienvenue à la délégation japonaise et il a félicité l'excellente relation qui existe entre les deux pays. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Libye, l'ONU a salué l'amélioration des conditions sécuritaires qui concernent la capitale Tripoli. Monsieur Salamé a émis ses remarques lors d'une réunion avec les membres du conseil municipal local, les parlementaires municipaux et les anciens de la ville de Tarhouna, à 64 km au sud-est de Tripoli, où ils ont discuté des nouvelles dispositions sécuritaires dans la capitale et des prochaines élections dans ce pays. En septembre, les parties rivales ont signé un accord de cessez-le-feu sous l'égide des Nations Unies au terme duquel les groupes armés devaient quitter les bâtiments publics et être remplacés par des forces régulières. Une conférence nationale doit se tenir dans les premières semaines de 2019 et le processus électoral devrait commencer au printemps prochain. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé de l'ONU plus tôt ce mois-ci lors d'un briefing au Conseil de sécurité. En Syrie, une reprise des combats entre forces loyalistes et combattants islamistes sont signalés. Au moins 47 combattants des forces démocratiques syriennes ont été tués depuis le 23 novembre dans les attaques du groupe État islamique dans l'est de la Syrie. Les djihadistes ont lancé 3 assauts contre les localités d'Al-Bahra, Al-Qarnaji et près du champ pétrolier d'Al-Tanak en état d'activité et utilisé comme position militaire par les forces libres syriennes. 2 des attaques ont été repoussées après des très violents affrontements, mais les combattants de l'État islamique ont quand même réussi à prendre Al-Bahra ce 24 novembre. L'aviation de la coalition internationale dirigée par les États-Unis a mené hier de nombreux raids pour tenter de stopper l'avancée des djihadistes. Les frappes ont pris pour cible Al-Bahra, mais aussi la ville de Hajin, le principal fief de l'État islamique à Deir az-Zor. Ces nouveaux revers subis par les forces syriennes libres montrent que cette coalition à majorité kurde rencontre des sérieuses difficultés face aux djihadistes. Et en Grande-Bretagne, l'UE, les dirigeants européens se sont réunis aujourd'hui à Bruxelles pour formaliser un accord consensuel, résultat de 17 mois de négociations, mais qui n'arrange pas les tenants britanniques d'une ligne de rupture plus dure. Les chefs d'État et de gouvernement des 27 de l'UE ont donné leur feu vert hier sur le retrait du Royaume-Uni de l'UE ainsi que la déclaration politique exigeant la relation du futur Londres-Bruxelles. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.